continuer avec la douleur en cancérologie, avec le docteur Gian Maria Drovetti, avec qui je travaille régulièrement, donc c'est un honneur aussi de le présenter, qui est oncologue médical et qui est chef du service d'oncologie à la clinique Quindomania. C'est bon? Ça va? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de voir qu'il y ait autant de collègues qui participent à cette réunion sur la douleur. C'est un signe qu'on est de plus en plus sensibilisé à ces symptômes qui est si fréquent en médecine en général, en chirurgie et en oncologie en particulier. Je voudrais remercier les intervenants précédents, le docteur Thierry Degrelin pour son intervention avec ses rappels mythologiques extrêmement intéressants, avec des répercussions que nous retrouvons au quotidien, et surtout les intervenants qui ont suivi, nous ont ouvert la porte sur ce monde kanak si riche et si humain. Je voudrais remercier aussi les organisateurs pour nous avoir permis de partager notre expérience de la prise en charge du patient, de la douleur du patient cancéreux, à travers une première introduction qui a plutôt un aspect philosophique, très peu technique, et qui est un peu en lien avec ce que le docteur Degrelin nous a présenté, et une deuxième partie présentée par le docteur Angélique Caillon, qui est la chef de service des soins palliatifs de l'hôpital, qui sera probablement un petit peu plus technique sur la prise en charge palliative de la douleur. La douleur, c'est un symptôme fréquent. Un patient cancéreux sur 2 est douloureux. Je me suis approprié d'une définition de la douleur que j'ai retrouvée sur un article écrit par un collègue, le professeur Osterman de Bordeaux, qui je partage complètement. La douleur, c'est à la fois l'expérience qu'en fait les malades, c'est l'idée que s'en fait le professionnel de santé, c'est la représentation, et nous l'avons vu à l'instant, par l'anthropologie, l'histoire, la psychologie, c'est la notion scientifique, c'est-à-dire l'étude de base neurophysiologique de la douleur par les neurosciences, et la douleur, c'est les concepts, l'épistémologie, la philosophie cognitive et morale. Sur la deuxième diapositive, j'ai transcrit une phrase que j'ai rencontrée quand j'étais jeune étudiant de médecine, et j'avais abordé un roman d'un auteur italien qui s'appelle Cesare Pavese. C'était un journal intime qui a été publié posthume en 1952, et cette phrase m'a touché, et je pense qu'il a été le fil conducteur de toute ma vie de cancérologue. C'est-à-dire, la plus atroce offense que l'on puisse faire à un homme, c'est de nier qu'il souffre. Alors, comment traiter correctement la douleur en cancérologie? Eh bien, tout d'abord, il faut l'identifier, il faut connaître la douleur. Il faut rechercher les causes de la douleur. Nous savons que tout cancer qui soit en phase métastatique ou localisée est douloureux. Nous pensons, des exemples très simples, les plus fréquents, aux métastases osseuses, des cancers du poumon, du sang, du rein, de la prostate, etc. Et le cancer du pancréas, responsable de cette douleur dorsale transficiente, et plein d'autres exemples qui font le quotidien de notre patient cancéreux. Mais il ne faut pas oublier l'intervention médicale.
la douleur provoquée par l'intervention médicale. Et je pense aux hormonothérapies que nous prescrivons aux femmes atteintes d'un cancer mammaire exprimant le récepteur hormonaux, donc les inhibiteurs d'aromatase, l'anastrozole, le létrozole, l'aromazine, qui sont pourvoyeurs de ce syndrome articulaire aigu chez une femme sur deux. Face à ces douleurs, parfois on est vraiment démuni. On ne sait pas grand-chose, on ne sait pas les gérer comme il faut, on ne peut pas les soulager. Et souvent, les femmes sont obligées d'arrêter ces traitements. Parfois, on fait des petits gestes comme prescrire un anti-inflammatoire les soirs pour qu'ils puissent passer une bonne nuit, ou chez les femmes âgées, je les prescris un jour sur deux. Autre exemple de douleur liée à l'intervention médicale, ce sont les mucites et les œsophagites qui apparaissent sous radiochimiothérapie chez les patients traités pour un cancer ORL ou de l'œsophage. Je pense aux inflammations articulaires liées à l'immunothérapie. Et je pense à la douleur qui apparaît à la suite de toute intervention chirurgicale. Vous aurez une session sur la douleur post-chirurgicale. Une fois établie la cause, il faut en évaluer l'intensité. Et pour cela, nous, oncologues, nous avons des moyens très simples. L'échelle visuelle analogique, l'échelle verbale simple, l'échelle numérique. Et puis, il faut étiqueter cette douleur. On sait, on connaît la douleur nociceptive, qui est la douleur qui apparaît à la suite d'un dégât tissulaire. C'est la douleur qui répond bien aux antalgiques de 3 paliers OMS. Pour rappel, le palier 1, c'est le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les paliers 2, c'est la codéine, la dihydrocodéine et les tramadol. Et les paliers 3, ce sont les morphiniques et les dérivés, comme le fentanyl. On en a parlé. À mon sens, c'est la douleur la plus difficile à gérer. C'est la douleur qui apparaît à la suite d'une lésion ou d'une irritation des fibres nerveuses afférentes par compression, blessure, rupture de la continuité du nerf ou dans l'oncologie, dans la cancérologie, à la suite de la diminution de synthèse de certaines protéines du cytosquelette des fibres nerveuses avec toxicité sur les cellules qui enveloppent les fibres nerveuses afférentes, les cellules de soins, induisant ainsi une neuroinflammation. Ce type de douleur se manifeste dans le territoire concerné par le nerf sous forme de brûlures, décharges électriques, fourmillements, mais aussi une augmentation ou une diminution de la sensibilité. C'est une douleur chronique. Thierry Degrélan, tout à l'heure, il en a parlé sur cette douleur chronique. J'ai une phrase que j'aime bien. La douleur aiguë alarme, la douleur chronique désarme. Et on traite comment cette douleur neuropathique? Eh bien, nous avons à notre disposition des antidépresseurs tricycliques, comme l'amitriptyline, le laroxyl, les anticonvulsivants, la progabaline et la gabapentine, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, comme la duloxétine, le Cymbalta, les opioïdes faibles comme le tramadol, la capsaïcine, la toxine botulique, les TENS, mais c'est une douleur qui est extrêmement difficile à soulager. Tout récemment, il y a des essais cliniques qui utilisent l'association de la duloxétine à faible dose avec l'allopregnanolone. C'est une hormone qui dérive de la progestérone, qui est présente dans la circulation sanguine et dans les cerveaux, et qui a une action anxiolytique, anticonvulsivante, mais surtout analgésique. Et nous avons une troisième type de douleur, la douleur psychogène.
Une douleur qui peut être authentiquement psychogène, comme névrose, somatisation d'un conflit intrapsychique. Le patient vous dit « je suis mal ». Mais la douleur psychogène est aussi la conséquence d'une épine irritative organique. La douleur, c'est bien, mais ce qu'il faut aussi et surtout, c'est connaître les patients. Ça a été présenté dans la session précédente. L'expression de la douleur, c'est la conséquence d'une histoire personnelle, de l'éducation, de la culture, de la spiritualité, d'un contexte socio-économique. La douleur, ce n'est pas ce que l'on sent, mais c'est ce qu'on fait de ce que l'on sent. Un fait physiologique. Fait d'existence. Ce n'est pas le corps qui souffre, c'est l'individu dans son entier. Malgré de la pharmacopée et des innovations techniques par la radiologie interventionnelle, la radiothérapie, un patient cancéreux sur 3 reste douloureux, ou en tout cas non soulagé complètement. D'où la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire, mais surtout de la mise en place d'une prise en charge palliative précoce. Et j'aime bien rappeler un article qui a été publié en 2010 sur une étude faite par une collègue américaine qui a suivi des patients atteints d'un cancer du poumon métastatique, traités par chimiothérapie exclusive dans un groupe et par chimiothérapie et soins de support dans le deuxième groupe. Eh bien, les patients traités par chimiothérapie et soins de support vivaient plus longtemps avec une meilleure qualité de vie. Donc, le message de cette présentation, c'est identifier le patient douloureux par l'écoute, le regard, l'explication, l'interrogatoire. C'est gérer le patient d'une manière multidisciplinaire, mais aussi mettre en place une prise en charge palliative précoce. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je ne sais pas si j'ai quelques minutes pour les questions. Oui, oui. Alors, j'ai un corollaire à cette présentation. Je ne sais pas si ma collègue Angélique appréciera, mais c'est que le terme palliatif, à mon sens, c'est désuet. Déjà en métropole, je m'ai battu pour changer ce terme, parce que quand il a été utilisé pour la première fois, la situation carcinologique n'était pas la même. Vous savez que nous vivons en oncologie une révolution culturelle et on est déjà dans la phase où on guérit un patient sur 2 atteint de mélanome métastatique. Maladie effroyable. Jusqu'il y a 10 ans, la survie médiane était de 9 mois. Et aujourd'hui, grâce à l'immunothérapie, on guérit un patient sur 2 en phase métastatique. Nous tous, on connaît les cancers du poumon. Il y a 10 ans, la survie médiane en phase métastatique, c'était 1 an. Nous avons des patients vivants au bout de 4-5 ans. Donc,
le terme palliatif, c'est un terme que je n'aime pas. Je préfère utiliser ce que les Américains appellent le supportive care, les soins de support. Donc, le docteur Angélique Haillon est donc médecin de soins palliatifs. Elle est chef de service de soins palliatifs au Medipôle à Nouméa actuellement. Merci. Je voulais déjà remercier Luc pour m'avoir invité à ce forum. Et puis, je suis très contente d'être là et puis de partager ces moments-là d'échange avec les collègues sur la douleur, un thème que nous vivons au quotidien avec nous-mêmes, avec nos patients dans notre vie de tous les jours. Donc, je vais commencer par décrire un petit peu ce qu'étaient les soins palliatifs. Il y a un tout petit peu du micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'abord, d'améliorer la qualité de vie du patient. Très bien. Donc, pour but d'améliorer d'abord la qualité de vie du patient et de ses proches, qui en fait ont appris qu'ils avaient une maladie qui allait raccourcir leur vie, de procurer le soulagement de la douleur et des autres symptômes, de soutenir la vie. Et les soins palliatifs considèrent que la mort est un processus normal. De même, dans la démarche de soins palliatifs, on va réfléchir pour éviter les investigations et les traitements déraisonnables, tout en refusant de provoquer intentionnellement la mort. Il y a une part de, je pense, de la prise en charge de la douleur. Il en a parlé tout à l'heure, Jeanne-Maria, vous en avez parlé antérieurement aussi, et la notion de spiritualité, qui est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément puisque c'est propre à chacun, à son cheminement personnel, qui, je pense, est importante à souligner ici, parce qu'un patient en fait apprend qu'il a une maladie grave, il va se remettre en question. Non seulement il va remettre en question cette identité de malade avec une maladie dont le pronostic de vie qui va réduire son pronostic de vie, cette identité annoncée, mais aussi également va remettre en question la démarche elle-même. On sait qu'à l'inverse, elle pourrait entraîner aussi un approfondissement de cette démarche et lui permettre en fait au patient de développer et d'ouvrir ses frontières personnelles et grandir encore. À toutes les maladies qui sont incurables, qu'elles soient neurologiques, cardiologiques, neurologiques, hématologiques, auto-immunes, digestives. Donc ça touche tous les organes. Donc, je voulais citer Cicely Saunders, qui est considérée comme la fondatrice des soins palliatifs, qui a été infirmière puis médecin, qui en fait dit que la douleur, en fait, elle a 4 dimensions. Ces 4 dimensions réunies vont constituer la douleur totale ou la souffrance totale. Donc, il y a la première, puis la douleur psychologique ou émotionnelle, la douleur sociale, notamment la crainte d'être séparé de ses proches, et enfin la douleur spirituelle qui, à l'extrême, entraîne la détresse spirituelle et qui peut en fait mettre le patient dans un état de sidération et qui peut en fait soit l'empêcher d'avancer, soit lui permettre, comme je vous disais tout à l'heure, de progresser. On reprend un petit peu avec la fameuse fleur de la souffrance totale, à savoir, ça c'est un petit peu sur ce quoi on se base en fait sur l'équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs au CHT, à savoir qu'on va essayer de prendre en charge
de façon globale cette douleur. Donc, il y a la souffrance psychologique, la souffrance, l'étude de la dynamique familiale pour pouvoir voir s'il y a des conflits familiaux qui vont nécessiter une prise en charge psychologique. Il y a la souffrance spirituelle, je vous en ai parlé avec le soutien religieux, mais ça peut être aussi, pas forcément religieux, mais une démarche personnelle. Il y a la souffrance physique dont on va parler tout à l'heure, et puis le problème social qui aussi est pris en charge. Donc en fait, on va activer différents acteurs pour pouvoir tourner autour du patient et prendre en charge ce patient dans sa globalité. Donc la loi du 9 juillet 1999, les soins palliatifs qui visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Alors quelle douleur? Donc on voit bien que cette douleur, en fait, elle a plusieurs aspects. Là, on va parler essentiellement de l'aspect physique, je veux dire ça comme ça, hein. C'est difficile de séparer les choses, mais d'un point de vue didactique, c'est plus facile. Donc ça concerne les pathologies incurables en soins palliatifs spécifiques ou non, qui sont oncologiques le plus souvent, vasculaires, dans les maladies artéritiques, neurologiques, etc. Ce sont des douleurs qui sont souvent mixtes, qui sont aiguës ou subaiguës, qui datent de moins de 3 mois et qui sont réfractaires au traitement classique. Alors, quel traitement classique médicamenteux? Jeanne-Maria en a parlé tout à l'heure. Moi, je vais passer aussi là-dessus. On parle des douleurs, donc on a parlé de douleurs nociceptives, neuropathiques. Eh bien, les douleurs nociceptives, donc la prise en charge, elle est avec des traitements qui sont de niveau 1, 2, 3. Paracétamol, Jeanne-Marie a parlé des anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est vrai que on n'est pas trop, en soins PAL, on utilise un tout petit peu les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais du fait des problèmes rénaux, on est assez, on prend des précautions. Le niveau 2 avec le tramadol, le néfopam. Et enfin, le niveau 3, celui qui nous intéresse le plus souvent en soins palliatifs, la morphine et ses cousins, on va dire, qu'on utilise Péros. Ça peut aller jusqu'à la PCA, qui sera mise en fait, donc l'analgésie contrôlée, hein, autocontrôlée par le patient, et qui est mise en fait soit en intraveineux, soit par voie sous-cutanée. Les douleurs neuropathiques, le chef de tête, la gabapentine, il y a aussi la prégabaline, la mitriptyline, la kétamine et les topiques analgésiques locaux, à savoir par exemple le patch de lidocaïne, là, le Versatis. Dans les traitements classiques, on a sur la part inflammatoire la corticothérapie qu'on utilise assez souvent. Et puis, il va y avoir aussi sur la part anxieuse, bien sûr, la prise en charge par un anxiolytique de type benzodiazépine. Et puis, on a aussi dans les douleurs, des douleurs qui peuvent être induites lors de soins, lors de réflexions de pansement, qu'on va anticiper, soit par du méopa, qu'on a à l'hôpital, soit par une interdose d'opioïdes, et puis, ou soit on peut aussi utiliser la kétamine en intraveineux. Dans la prise en charge des douleurs, le traitement non médicamenteux, donc on a la chance d'avoir au CHT gratuitement l'accès à la musicothérapie pour chaque patient. Quand le moniteur fonctionne, bien sûr, mais ça c'est toujours un petit souci de maintenance. En tout cas, on a la possibilité au lit du patient d'avoir de la musicothérapie. Et ça, c'est super bien parce qu'on l'utilise quotidiennement, pluriquotidiennement. En plus, on a la possibilité d'utiliser. Il y a un travail qui a été fait avec Luc sur le choix des musiques et qui sont adaptées en fait à nos différentes cultures en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est vraiment très bien. Après, du point de vue, on fait appel à l'unité de l'équipe mobile de la douleur qui va nous permettre d'avoir du TENS, des thérapies miroirs pour les algo hallucinoses, par exemple.
On a la kiné palliative, hein, qui sont faites par des kinés qui passent dans le service. L'hypnothérapie par les psychologues en fait, de l'équipe mobile, Marlène Leloutre et Valentine Course. Et le projet dans le service, en tout cas déjà dans le service, ce serait de pouvoir intégrer la médecine traditionnelle, Kanak, notamment, pour agir sur les symptômes. On sait que plusieurs études ont été faites qui montraient que dans d'autres cultures, les médecines traditionnelles fonctionnaient sur les symptômes. L'ostéopathie, bien entendu, l'acupuncture, la mésothérapie, la socio-esthéticienne, la sophrologue, voilà, tous ces professionnels que je souhaiterais faire entrer dans le service pour prendre en charge au mieux nos patients. Et enfin, bien sûr, la prise en charge spirituelle. Donc, on a l'aumônerie du CHT qui passe avec Monseigneur Guillain, le père Apikawa, on fait appel à eux assez régulièrement, très régulièrement, voire même les patients les connaissent et les appellent aussi. Et puis à côté, on a les bénévoles, je les ai oubliés, mais il y a les bénévoles de la QVP qui nous permettent aussi d'avoir un soutien des patients. Et puis, il y a aussi nos intervenants ponctuels qui sont les musiciens, en fait, qui interviennent en fait, dans le service et aussi dans tout le CHT grâce à Liliane Taourou. Et enfin, j'espère à un moment donné qu'on pourra introduire un biographe. J'ai été en contact avec l'une d'elles qui est en formation actuellement. Alors, en ce qui me concerne là, dans le topo actuel, on va se focaliser un petit peu plus sur la prise en charge des patients en soins palliatifs. Donc, dans les douleurs rebelles, c'est-à-dire celles pour lesquelles en fait, on n'a plus de traitement, on n'a pas de traitement, tous les traitements classiques ont été utilisés, mais on n'y arrive pas. On peut utiliser la méthadone, ça marche très bien. On avait une patiente comme ça qui est toujours en vie d'ailleurs, qu'on suit depuis quelques années, qui a un cancer du poumon, à petite cellule, hein, et qui évolue très très lentement et qui il y a eu une escalade en fait de traitements par morphinique avec des rotations des opioïdes et qui finalement a fini par de la méthadone et qui a une EVA à 0 actuellement. La rotation des opioïdes, bien sûr, les lésions osseuses des biphosphonates, les corticoïdes, la radiothérapie visantalgique, on travaille beaucoup avec les radiothérapeutes, nos voisins on est dans le même bâtiment, en fait, on est vraiment à côté, donc on travaille bien. La radiologie interventionnelle, par cimentoplastie, on travaille bien avec les radiologues interventionnels aussi du CHT, plus ou moins la radiothérapie. Dans ce qui est ischémie aiguë d'un membre, une lésion oncologique qui est compressive d'un membre, le syndrome de Pancoast-Tobias dans le cancer du poumon, on va utiliser des abords un peu plus techniques encore, à savoir l'analgésie par bloc périnerveux ou par péridurale. Et dans les douleurs pelviennes oncologiques réfractaires au traitement classique, on va utiliser la péridurale ou soit dans comme disait Jeanne-Maria tout à l'heure, dans le cancer du pancréas, on va utiliser des blocs neurolytiques par alcoolisation. Alors, en s'axant un petit peu, en se focalisant encore un petit peu plus sur ces prises en charge spécifiques, le bloc analgésique périphérique, ça permet en gros de bloquer l'influx nerveux vers les centres de la douleur, de bloquer les canaux sodiques, donc la formation du potentiel d'action qui va amener la douleur. C'est un geste simple, ça se fait en salle de réveil, sous asepsie stricte bien sûr, et c'est effectué par un anesthésiste. Donc on travaille aussi avec les anesthésistes. Ça permet donc l'injection d'un anesthésique en local qui va être amené en continu ou par bolus au niveau périnerveux via un cathéter qui va être tunnelisé et relié après à une PCA. Ici, avec nous, en tout cas, dans le service, on ne travaille pas avec des sites implantés, sous-cutanés. Voilà, là, c'était juste pour vous parler de l'emplacement, de la technique un peu plus à proprement parler. En fonction du territoire douloureux, on va en fait faire une zone d'insertion du cathéter.
la tunnelisation du cathéter, notamment là, sciatico-plité, et puis le matériel là, qui sert à faire cette technique. Après l'analgésie par bloc périnerveux, je vais vous parler de l'analgésie périmédulaire. Ça, c'est je disais en fait, hein, c'est quand vraiment on n'y arrive plus, ou qu'on voit qu'on est on a essayé de faire beaucoup de choses et que ça ne marche pas bien. Souvent, ce sont des patients en fait qui ont au moins 300 milligrammes de morphine équivalent oral par jour. Là, on va proposer en fait une analgésie périmédulaire, soit par voie péridurale, soit par voie intrathécale, la suite. Dans l'analgésie périmédulaire, on administre donc l'antalgique et l'anesthésique dans l'espace péridural ou intrathécal. On y pense surtout quand le patient n'est plus soulagé à partir de 300 mg d'équivalent morphine orale, ou quand en fait il vit des effets indésirables, non désirables, incontrôlés, malgré le changement des opioïdes. Il faut, en fait, on essaie au mieux d'intervenir. Tu peux revenir un petit peu en arrière, d'intervenir en fait sur des cancers assez tôt, notamment au niveau pelvien, pancréas, les sarcomes, les sarcomes et puis les pathos, voilà, qui influent sur les douleurs des membres inférieurs. Avec une espérance de vie estimée à au moins 3 mois. Et cette indication, donc, là, sur l'étude que j'ai reprise, était posée suite à une RCP orientée douleur cancer que nous n'avons pas ici, mais nous en parlons avec les anesthésistes, avec les oncos, quand c'est nécessaire, avec le chirurgien vasculaire quand c'est nécessaire. L'analgésie péridurale, eh bien, c'est une injection dans l'espace épidural hein, d'anesthésique et puis d'antalgique par un cathéter relié à une pompe externe et c'est tunnelisé pour un maintien au mieux du cathéter, sinon ça bouge, sous anesthésie locale, rapide, faible coût, envisageable en phase terminale, fait par un anesthésiste bien sûr. Et l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de pompe interne, que ça entraîne une perte d'autonomie des patients, malgré tout, qu'il y a un risque infectieux. Tu peux... Donc voilà le matériel. Voilà la technique. Tu peux passer. En intratécal, ben c'est pareil, mais c'est dans l'espace intratécal, c'est en sous-arachnoïdien, hein, dans le LCR. Donc c'est pareil, c'est un geste anesthésique. Et c'est une mise en place par ponction lombaire hein, et c'est tunnelisé. Et ça arrive en fait au niveau d'une PCA. Les molécules disponibles, on en a parlé, il y a la morphine, la ropivacaïne et les icotonides. Alors moi, actuellement, avec les anesthésistes avec lesquels on travaille, on n'a pas de zicotonides. On utilise surtout la ropivacaïne et la morphine. Et on associe les deux. L'administration se fait par PCA, en continu et avec des bolus. Un petit focus sur ce qu'on a pu faire en fait dans le service sur 2 ans et demi à peu près. Ça concerne entre 2019 et 2021, ça concerne à peu près, ça concerne 10 patients, 7 femmes, 3 hommes. Vous pouvez voir que j'ai pas mis de moyenne d'âge parce qu'en fait l'âge va de 17 ans à 99 ans. Voilà. L'espérance de vie est estimée à plus d'une semaine. C'est très court. Toutes avaient une pathologie incurable, dont 8 néoplasiques et 2 vasculaires. Et pour nous, les critères d'efficacité, c'était, comme disait Jeanne-Maria, les échelles d'évaluation analogiques, l'Algo Plus pour les patients qui ne pouvaient plus s'exprimer. Et tu peux revenir un tout petit peu en arrière. Et surtout, l'autonomie, la possibilité de mobilisation. Et surtout pour nous, ce qui était important, c'était la relation aux proches. On ne fait pas tout ça pour pour uniquement calmer la douleur. Ça permet aussi au patient de rentrer en contact avec ses proches, de maintenir ce contact, de lui permettre sur le temps de vie qui lui reste, d'avoir un minimum de qualité de vie pour pouvoir se dire les choses, qu'ils puissent échanger le maximum
ensemble. Le travail est effectué avec des anesthésistes du CHT, Yves Riquert et Joris Beaufils. Les résultats, 6 ont pu bénéficier d'une péridurale, une patiente avec un cathé intratécal et 4 périnerveux. En gros, le délai entre la pose du cathé et le décès, de 2 jours à 3 mois et 5 jours, en moyenne 27 jours. Tous les patients avaient un traitement en plus, antalgique, systémique, à visée neuropathique aussi. Il y a un patient pour lequel on utilisait du Méopa pour refaire les pansements, et c'était tous OMS 3-4. Et alors l'efficacité, ça nous a montré que dès la pause, on avait une efficacité, mais incomplète. Hein, ce que disait aussi mon collègue, que en fait, c'est pas la simple pose d'un cathé qui va permettre d'arriver à maintenir le patient sans douleur sur le long cours. Donc, on avait incomplète. 4 on avait dû en fait adapter les traitements au fur et à mesure en fait de l'hospitalisation, car les douleurs étaient fluctuantes. Et puis, quand il y en a une qui est éteinte, bah, il y en a une autre qui se réveille aussi. Hein. C'est aussi ça la prise en charge. Je dirais, quand on fait une prise en charge comme ça spécifique sur une douleur bien spécifique, le patient, souvent il est métastatique, donc il va avoir des douleurs autour qu'il faut aussi prendre en charge. L'autonomie, 2 personnes ont pu rentrer chez elles à domicile, une a pu sortir en permission parce qu'elle ne pouvait pas rentrer pour un contexte social. Les échanges avec l'entourage, donc 9 sur 10 ont pu en fait maintenir un échange correct avec leurs proches. Dans les complications, il y en a eu bien sûr. Il y en a 5 à qui, donc la moitié à qui on a dû changer de cathé pour des raisons d'occlusion, de fuite, de sepsis. Voilà. Donc en conclusion, ah si, pardon, il y en a une, c'était sur la dernière diapo. Quand même, il y en a un qui a fini sa vie accompagné par une sédation. En conclusion, donc, il y a une nécessité en fait de protocoliser la prise en charge par analgésie périméduaire et périnerveuse au CHT. Il y a aussi, comme disait Jeanne-Maria, une prise en charge précoce palliative à mettre en place. On commence, on y arrive, mais c'est bien aussi de pouvoir le communiquer pour que tout le monde comprenne que plus on prend tôt les patients, et plus on peut les prendre de façon plus adaptée. Quand on comprend la complexité de la douleur, déjà, on sait pourquoi on doit le faire assez rapidement. Au stade terminal, à la douleur se surajoute l'angoisse de mort. Souvent, on le voit, ça. Et heureusement qu'on a nos collègues psychologues qui font en fait ce qu'il faut. Et puis, prendre en charge les patients autour, les patients et leurs familles, c'est aussi très, très important. Parfois, cette douleur, elle devient rebelle à tout traitement. Tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu essayer, ça ne marche pas. Et là, à ce moment-là, on va lui proposer une sédation pour échapper en fait à cette douleur jusqu'à la fin de sa vie. Il faut noter que quand on leur propose, c'est que le patient il est à quelques jours de vie. Hein. Alors, on a parlé ici du CHT, de la prise en charge hospitalière, mais il y a aussi le domicile. Et le domicile, la prise en charge, elle est faite avec chacun de nous, là. On travaille aussi avec certains d'entre vous, mais il y a quand même un problème. On n'a pas d'HAD pour pouvoir prendre en charge au mieux nos patients, je trouve. Et là, on a un projet, j'espère qu'il va aboutir, d'équipe mobile extra-hospitalière de soins palliatifs. Merci beaucoup.